Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. À suivre dans cette édition, les moments forts de l'adresse du candidat du PPACI lors de la convention du parti la semaine dernière. Laurent Gbagbo, le candidat à la présidentielle de 2025, décline sa vision et les 10 piliers de la Renaissance. On parlera culture à quelques heures de l'ouverture du 14e Salon international du livre d'Abidjan. L'auteur à l'honneur Serge Billet, à cœur ouvert, revient sur son parcours et ses œuvres publiées. Et puis, il sera aussi question de sport dans cette édition. La Fédération ivoirienne de football poursuit sa mission visant à professionnaliser les différents secteurs du football ivoirien. L'accréditation des entraîneurs et la professionnalisation des arbitres s'imposent désormais en Côte d'Ivoire. Vous faites bien de vous informer sur Reflet TV. La présidentielle de 2025 approche à grands pas. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a accepté le vendredi 10 mai dernier au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'être le candidat du Parti des peuples africains PPACI pour la conquête du pouvoir d'État en 2025. Retour sur quelques moments forts de sa déclaration avec Stéphane Kouassi et Sylvain Talla. Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. C'est sur cette note que Laurent Gbagbo, président du PPACI, accepte de représenter son parti, le PPACI, à la présidentielle de 2025, le 10 mai 2024, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, à l'issue de la convention du PPACI. Laurent Gbagbo fait de la réconciliation nationale une priorité dans son projet de société. Le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Je m'engage à engager le débat pour que toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. L'ancien président ivoirien s'engage aussi pour l'industrialisation des produits agricoles afin d'accroître le revenu des agriculteurs. Je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et à promouvoir l'industrialisation. Des gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste. C'est l'homme politique qui décide de la politique économique. Rendre le pouvoir judiciaire plus libre et mettre en place un organe électoral juste et indépendant est pour Laurent Gbagbo le gage de la stabilité. Rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif. Je m'engage aussi à casser cette chaîne-là. Et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Les élections qui arrivent, votez pour quelqu'un qui met sa parole en corrélation avec ses actions. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Laurent Gbagbo bénéficie d'une grâce présidentielle accordée par son principal rival de 2010, le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo ne bénéficie pas pour l'heure d'une loi d'amnistie, ce qui ne lui permet pas d'être candidat à l'élection de 2025. Malgré ces contraintes, le président du PPACI s'engage à accomplir ses engagements au nombre de 10, une fois élu président de la République de Côte d'Ivoire. Justement, il a été dévoilé les 10 piliers de la Renaissance avec Laurent Gbagbo par Justin Koné-Katinan, le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. On regarde. Au cours de cette convention du PPACI du 10 mai 2024, le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Koné-Katinan, a présenté aux militants et à l'opinion publique les 10 piliers du projet de société de Laurent Gbagbo.
Ces 10 piliers sont les suivants. La santé, vous les verrez là, les 10 piliers. L'éducation, le logement, la sécurité et la défense, la décentralisation, la diplomatie, l'emploi et la lutte contre le chômage, l'économie du sport, la culture et le tourisme, l'économie et les infrastructures, l'état de droit, de justice et la démocratie. Voici les 10 piliers. En ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, nous voulons une école qui forme d'abord le citoyen, conscient de ses responsabilités envers la nation et l'État, avant l'intellectuel. En ce qui concerne le logement, nous nous engageons à construire dans ce cadre-là, à la fois en zone rurale et en zone urbaine, 100 000 logements par an. Et nous allons mettre en place le programme de développement des villes secondaires. En ce qui concerne la sécurité, le PPAT propose de construire une police ayant pour doctrine la prévention avant la répression. C'est que le président va construire donc des régions militaires dans les grandes régions de notre pays. Chaque région va vraiment être une région militaire. Mais l'armée va être appelée à participer à des programmes de développement. Alors, le président, une fois élu, il va mettre en application la politique de communalisation intégrale. La suppression de tous les districts à l'exception des districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. En ce qui concerne l'intégration des populations étrangères, qu'un certain nombre d'étrangers qui vivent avec nous depuis des années et des années, ils leur demandent l'autorisation au peuple ivoirien de les intégrer comme des Ivoiriens de façon définitive. Ils s'engagent à créer rapidement une citoyenneté ouest-africaine avant 2035. En Côte d'Ivoire, 2 week-ends seront organisés consacrés au tourisme. Son Excellence le Président s'engage à agrandir l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et si possible à les délocaliser. Il s'engage également à agrandir l'aéroport de Yamoussoukro et à ouvrir un aéroport au niveau de San Pedro pour qu'il puisse correspondre effectivement à nos besoins de tourisme. Le président s'engage à transformer en profondeur la pétrocie pour en faire une véritable industrie pétrolière opérant à tous les niveaux des opérations pétrolières, upstream, middle stream, downstream. Le président travaille à créer 2 banques publiques qui vont accompagner les banques privées et ce sont des banques suivantes. Une banque pour le développement de l'industrie et du commerce. Celle-ci sera financée, s'il vous plaît, par la taxe spéciale d'équipe. Le président s'engage à faire appel à candidature pour les juges, pour la formation de certaines cours dont les affaires sont très sensibles. Il s'engage à créer également une cour des droits de l'homme, une cour des droits de l'homme. Le régime pénitentiaire, on va aller très vite, le président veut le faire en 2 types. Le régime correctionnel et le régime criminel. Vous savez, dans notre pays, tu as volé poulet, tu t'en vas à la maca. Tu as volé milliard, tu t'en vas à la maca. Et finalement, quand tu deviens criminel, plus que le voleur de poulet. Dès sa prise de pouvoir, le président va faire un audit de la dette de la Côte d'Ivoire. Durant sa carrière politique, le premier meeting de Laurent Gbagbo a eu lieu le 14 juillet 1990 à Bonois, en sa qualité de président du Front populaire ivoirien, le parti de gauche qu'il a fondé et quitté après sa sortie de prison. Le 14 juillet prochain, Laurent Gbagbo sera une nouvelle fois à Bonois dans le sud de la Côte d'Ivoire pour un meeting politique en tant que candidat du PPACI à la présidentielle de 2025.
présent, notre page culture. C'est ce 14 mai 2024 que s'ouvre la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Avant l'ouverture du SILA 2024, l'auteur à l'honneur cette année, Serge Bilé, est revenu sur ses œuvres publiées et son parcours d'écrivain devant les amoureux du livre au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Itinérance mémorielle, Serge Bilé à cœur ouvert, c'est avec Rosita Conan. Ce lundi 13 mai, avant l'ouverture de la 14e édition du SILA, Salon international du livre d'Abidjan, l'auteur à l'honneur cette année, Serge Bilé, est revenu sur ses œuvres publiées et son parcours d'écrivain à l'amphithéâtre A devant les amoureux du livre au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette rencontre avec les étudiants revêt d'une importance capitale pour Serge Bilé. C'est important de rencontrer les étudiants parce que ce sont eux qui représentent l'avenir. Et le monde étudiant, c'est le monde où on fait l'apprentissage de toutes les idées les plus folles, où on se rebelle, où on se révolte, où on conteste. Et il faut entretenir cela, parce que c'est de ce ferment-là qu'on trouvera après les meilleures idées pour faire avancer un pays. L'auteur à l'honneur de la 14e édition du SILA 2024 est passionné d'histoire et d'écriture, ce qui lui permet de toujours débuter ses ouvrages par des dates. Je suis un passionné d'histoire. L'histoire ancienne plus que l'histoire contemporaine. Le journaliste que je suis travaille sur l'histoire contemporaine, sur ce qui se passe dans l'actualité. Ce n'est pas l'époque qui me plaît le plus. Je suis plutôt un amoureux du Moyen-Âge, l'époque de la reine Pokou, bien l'époque des grands empires soudanais ou l'époque moyenâgeuse en France. Je suis plutôt passionné par l'histoire ancienne, voilà. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Maintenant, quand j'écris mes livres, c'est autre chose que quand je fais du journalisme, mais j'ai besoin de ce repli-là pour être heureux, parce que c'est ça qui me passionne, faire de la recherche sur des événements passés et qui, quelque part aussi, permettent de comprendre l'actualité, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Un honneur pour le directeur de l'UFR, Langue, Littérature et Civilisation, Adama Koulibaly et ses étudiants de recevoir l'auteur à l'honneur avant l'ouverture du SILA 2024. Notre UFR s'honore de recevoir le SILA dans ses activités de départ. Donc c'est le prélude, la conférence prélude qui nous a donné l'occasion de rencontrer l'écrivain Serge Bilé. Voilà, donc c'est une activité où c'est un rapprochement que nous avons souhaité depuis longtemps, en disant que le SILA, qui est une activité de vulgarisation du livre, mais de vulgarisation de la connaissance et de tout ce qui se passe autour des métiers du livre, il était bon pour une UFR comme la nôtre, avec un département comme celui de lettres modernes, que le monde du livre s'ouvre à nous, parce que nos étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, travaillent sur des auteurs, et ils ont cette fâcheuse tendance à penser que tous les auteurs sont morts. Non, il y en a qui sont vivants, et donc ils peuvent venir nous expliquer un tout petit peu leur démarche dans l'atelier de la création. Déjà, le SILA, en tant qu'étudiant de lettres, le SILA est vraiment une opportunité pour nous de s'exprimer, voilà, d'interagir aussi avec des auteurs tels Serge Bilé, qui est d'ailleurs l'auteur à l'honneur cette année. Et nous sommes vraiment heureux d'interagir avec lui parce qu'il nous apporte vraiment assez. Je pense que il est vraiment audacieux, voilà. Et il essaie de dire haut ce qu'on pense tout bas. Pour rappel, le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, se tient du 14 au 17 mai 2024 au parc des expositions d'Abidjan sous le thème « Le livre, un pari toujours gagnant ». Si les intellectuels hatians s'unissent, les Akiés mènent la bataille de la sauvegarde de leur héritage culturel. Sauvegarder la culture Akié, c'est la mission que se donnent des fils et des filles d'Adzopé à travers une organisation non gouvernementale. Samedi dernier, ces ambassadeurs de la culture Akié dans le sud-est du pays ont procédé à la remise symbolique de clés USB à la population. Quel est le contenu de ces clés? Réponse dans cet élément. Après la colonisation et maintenant la modernisation, certaines cultures africaines sont menacées de disparition. Menacée, la culture Akié veut résister au temps et se maintenir comme un héritage pour les jeunes générations à travers des actions menées par des jeunes issus de ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que le 11 mai dernier, leur organisation a procédé à la remise symbolique de clés USB de la culture Akié à la population d'Adzopé.
Il s'agit principalement de 3 thématiques culturelles proposées pour la sauvegarde de la culture Akie. En faisant une incursion dans la culture Akie, nos anciens ont sorti 3 thématiques au centre de la vie de toute personne. Il s'agit du jour de naissance et de l'attribution du nom. Bien que biologique, la naissance a quelque chose de sacré, tant elle connecte le nouveau-né à sa terre ancestrale et à ses ascendants. Ne donne donc pas le nom qui veut. La deuxième thématique, c'est la dot, ou le mariage coutumier. Ne dit-on pas que celui qui épouse une femme épouse une famille? La symbolique du mariage en pays Akie, caractérisée par des objets et des accessoires à valeurs diverses, mais dont la signification profonde sacralise ce rituel et cette union de 2 familles. La troisième thématique, la danse guerrière. De tout temps, la danse est considérée comme futile et ceux qui s'y adonnent n'auraient pas un quotient intellectuel très élevé, occultant ainsi à la danse en pays Akie et pas mal d'autres régions en Côte d'Ivoire son aspect culturel. La danse, bien au-delà de son aspect festif, est la mimique des pas du guerrier en pleine bataille. C'est donc un hommage de bravoure, de courage, de victoire qui est d'abord manifesté bien avant la réjouissance. C'est également le passage de l'enfance à l'adolescence, en passant par la puberté, signe de maturité future et d'engagement face aux responsabilités d'homme. Au nom de ses pairs, Nanan Assi Gaston, président de la cellule civilo-militaire et porte-parole du chef central d'Alzopé, s'engage auprès des initiateurs à sauvegarder la culture Akie, tout en saluant l'initiative qui pour lui est l'héritage légué aux jeunes et futures générations. On a trouvé cela judicieux et opportun de parler de cela pour pouvoir enseigner nos enfants, nos petits-enfants. Vous savez, avec l'oral, quand ce n'est pas écrit, tout se perd. Ça représente une grande valeur puisqu'on a choisi ça ensemble de commettre avec eux. C'est pouvoir enseigner nos enfants, Parce que nous sommes appelés à partir un jour. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Il y a des générations qui sont passées, il y a des chefs qui sont passés, personne n'a passé à cela. Il a fallu que Veuler vienne pour qu'ensemble on essaie de mettre cela sur pied pour que nos enfants puissent avoir une clé de référence sur leurs coutumes en pays Akie. Signifiant que Veuler est une organisation non gouvernementale qui milite pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel Akie. Et puis sport pour terminer. Dans l'actualité nationale, la Fédération ivoirienne de football poursuit sa mission visant à professionnaliser les différents secteurs du football ivoirien. L'accent est désormais mis sur les accréditations des entraîneurs et la professionnalisation du corps arbitral. Je vous propose donc les explications du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football à ce sujet. Pour la saison 24-25, nous allons ouvrir une période d'accréditation de tous les entraîneurs. Que tu sois en activité ou pas, il te faudra avoir une licence fédérale. C'est ce qui fait que tu as un lien avec la fédération. Sinon, après, les choses vont dans tous les sens. Donc, tu es un entraîneur, tu dois avoir une fédération pour dire que la fédération te reconnaît comme entraîneur. Et puis après, maintenant, si tu es recruté par un club, ça, c'est un autre processus. Ce sont tous ces éléments réunis qui nous permettent de parler de professionnalisation, ou j'allais même dire de structuration et d'organisation de nos clubs. Et si nos clubs atteignent ce niveau de performance, il va de soi que les clubs vont progresser, le football va progresser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les critères qui sont mis en place, il faut avoir des cadres diplômés qui ont la compétence de pouvoir travailler dans les clubs. C'est ceux-là. Quand on parle de professionnalisation, c'est les cadres sportifs, c'est les entraîneurs. C'est eux qui font progresser le football.
C'est pour cela que le comité exécutif a parlé d'une DTN forte, en recrutant un DTN qui a toute une équipe qui travaille, qui fait des mises à niveau des entraîneurs, qui met à leur disposition donc, les rudiments pour pouvoir faire progresser le football. Et toute cette organisation est donc orchestrée dans un ensemble que pilote la Fédération ivoirienne de football. C'est pour ça que nous parlons de professionnalisation de nos clubs et donc professionnalisation du football. C'est 40 arbitres professionnels qui seront inscrits sur la liste des agents de la fédération, donc qui seront donc des arbitres rémunérés mensuellement, parce que ce sera leur travail. Et il faut que tout le monde se mette au travail pour savoir que ce que nous faisons, c'est pour permettre justement de faire avancer notre football. Donc quand on parle d'arbitres professionnels, ce sont j'allais dire, ce sont des personnes qui n'auront aucune autre activité que le football. Parce que l'aspect professionnel, c'est ce qui échappe souvent. Quand on parle de professionnels d'un corps ou d'une structure, ça veut dire que ce sont ces personnes-là qui ont pour seule activité cette structure. Donc, les arbitres professionnels, ce sera leur métier, l'arbitrage. Ils ne feront pas autre chose. Nous allons demander qu'ils travaillent dans ce sens. Ces annonces ont été faites lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Et puis une brève à l'international pour terminer au Soudan. Depuis vendredi, de violents affrontements ont lieu entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Au moins 27 personnes ont été tuées et 130 blessées dans des affrontements à El Fasher, dans la plus grande ville de la région du Darfour, accueillant des milliers de déplacés. L'ONG Médecins sans frontières dénombre près de 300 blessés lors de ces conflits. C'est la fin de cette édition préparée et proposée par toute la rédaction de Reflet TV, dévouée pour vous offrir le meilleur de l'info à travers ce rendez-vous tous les soirs à 19h30. Merci à vous de votre constante fidélité à votre télé. Bonsoir.